pas bien comment il peut s'organiser, mais l'idée c'était, comme je disais tout à l'heure, de mettre un peu en correspondance les premières tentatives qui ont été esquissées à travers le travail sur le Bolo qu'on a pu faire avec les troisième années, ce qui peut se faire au sein de la radio étudiante, et puis voilà les différents lieux par lesquels tu es passé, et puis en particulier les tanneries et puis les lentillères à Dijon. Et voilà, moi j'avais vu le film il y a un an, et puis ça m'était un peu sorti de l'esprit. Et puis c'est vrai que là, de le revoir comme ça en fin d'année, après la quantité de choses qu'on a pu se raconter cette année, je me dis, quand même, c'est quand même. Alors c'est une expérience de squat, c'est pas la même chose, mais pour autant, ça fait quand même écho à beaucoup de choses dont on a pu discuter dans le cadre des cours ou en aparté. Et puis aussi et surtout qui font pas mal écho à des intentions et des intuitions parfois qui sont les vôtres. Moi je trouve ça assez chouette quand même de le voir là mis en œuvre en acte. Dans un projet de résistance, un grand projet urbain. Enfin, un grand projet, un projet urbain. Donc je sais pas, qu'est-ce que... Moi, la première question, c'est... Bien fort, parce que Ouais. les autres. La première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu sais comment ils s'alimentent en électricité dans ce genre de collectif? Est-ce qu'ils arrivent à ouvrir des bornes d'électricité, c'est-à-dire de la ville, ou est-ce qu'ils trouvent d'autres techniques? C'est un truc, c'est des points sur lesquels on a pu travailler et je savais pas trop comment ils s'organisaient vis-à-vis de ça. Aux tanneries 1 et 2, il y a des contrats. D'accord. Vu que les tanneries... En fait, on comprend... Si c'est dit dans le film, mais les tanneries 1, c'était un squat au début, mais ça a été légalisé. Il y a une convention avec la mairie, du coup, ils ont ouvert des contrats. Et du coup, ils ne sont pas en autonomie. Et c'est ce que dit Mathilde dans la bande-annonce du film. Ils s'érigent, eux, ils n'ont pas du tout la volonté de s'ériger en exemple, parce que ils n'atteignent pas l'autonomie dans tout ce qu'ils voudraient, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. À un moment, ils disent que le but, c'est de faire au mieux comme on peut le faire sur ce terrain et pas forcément d'être un exemple parfait d'autonomie, quoi. Voilà. En courant sur les urgences, en faisant comme ils pouvaient avec le temps qu'ils avaient par rapport à tout ce qu'ils ont d'autre à gérer. Ouais, c'est ça. Et aux tanneries 1, il se passe encore des trucs ou Alors non, les tanneries 1, ça a été rasé. Ouais. Et il y a eu ça, j'ai pas réussi à être très clair dans le film à ce propos, mais il y avait un projet d'éco-quartier sur les tanneries 1. Et il y avait deux, entre autres, il y a deux phases dans ce projet d'éco-quartier de la ville. Il y a la phase 1 qui était sur les tanneries 1 et tous les complexes d'abattoirs là. Et en fait les lentillères c'est à côté des tanneries 2, des tanneries 1, c'est le même quartier, c'est à 500 mètres. Et du coup la phase 1 elle est construite, ça y est, t'avais plus. C'est pas les immeubles qu'on voit en construction dans le film, on les voit vite fait sur là où il y a les banderoles avec éco-habitat, jardin partagé et tout. Et du coup la phase 2, qui n'est pas encore construite, c'est sur le quartier des Lentillères. C'est pour ça que le quartier des Lentillères est menacé dans sa forme actuelle, parce qu'il y a ce projet d'éco-quartier. Mais leur parti pris politique et leur stratégie, c'est de faire au maximum en ouvrant, de faire avec le voisinage et justement d'essayer de jouer la carte de la légalité, pas tout de suite, mais je pense dans les stratèges, entre gros guillemets, c'est vraiment bizarre d'utiliser ce mot-là, ce vocabulaire, mais pour nombreux d'entre eux sont conscients que ça ne pourra pas rester les lentillères, un squat avec 100 personnes comme ça indéfiniment, et qu'il faudra signer des conventions et se mettre aux normes sur des trucs pour voir au plus lointain, quoi. Du coup, je sais plus de quoi on était parlé. Et tu crois que ça va s'accompagner d'un déplacement comme ça s'est produit sur les... J'en ai aucune idée, je pense pas. Moi, ce que j'aimerais savoir concrètement, c'est quand justement ça... Enfin, quand on se met aux normes, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que c'est censé générer, je sais pas, des intérêts économiques ou quoi pour les personnes qui nous aident, etc. Est-ce que...
Enfin, je veux dire, quand on doit se mettre aux normes, enfin, le but c'est. Est-ce que c'est de ramener ça à un projet qui pourrait éventuellement ramener de l'argent, mais j'en sais rien. Non, c'est dit dans le film. Enfin, Pour les tanneries pas de pour les gens qui s'implantent pour le faire, mais les gens qui viennent pour imposer les normes, quoi. Est-ce qu'ils ont pour but de soutirer un truc Alors, avec leur projet d'écoquartier phase 2, leur but c'est de vendre du terrain, c'est sûr, de faire un maximum de pognon avec et des bâtiments et tout ça. Mais j'imagine, moi j'habite pas là-bas, j'ai jamais vécu en squat. Et du coup, je parle à leur place et je suis pas le meilleur placé pour dire ce que je pense qu'ils vont faire. Mais à mon avis, non, s'ils essayent d'obtenir une légalisation, ça sera comme pour le cas du passage des tanneries 1 ou 2, rester un lieu libre, à prix libre, qui n'est pas là pour générer du pognon. Et je pense que la bataille entre ceux qui veulent faire des sous avec ces terrains à bâtir et eux qui veulent défendre leur projet de quartier un peu libre, ça sera... Et donc actuellement, il n'y a pas vraiment de moyen justement d'éviter la mise aux normes, quoi. Je sais pas te dire. À mon avis, ils ont un tel... c'est un peu ce qui s'est passé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes aussi. Ils ont un tel soutien à la fois des locaux et à l'international. Il y a une séquence que j'ai mis dans les bonus du DVD où, à un moment, les tanneries, quand elles étaient en danger, ils ont fait un appel. Et comme ils sont très reconnus à l'international, mais en Europe, à un moment, il y avait des menaces sur les tanneries 1. Et ils ont fait envoyer, il y a eu des centaines et des centaines de courriers qui sont arrivés à la mairie de Dijon, de toute l'Europe, de comités, d'autres lieux, d'autres squats qui disaient que si les tanneries 1 étaient en péril, ils allaient se déplacer et mettre la ville à feu et à sang. À un moment, ce genre de stratégie a été payante. Pas à feu et à sang, j'exagère, mais je sais plus pourquoi j'en suis venu là en fait. À mon avis, c'est dans l'intérêt de la mairie de Dijon qui essaye de jouer une carte verte de Bobo Bio. C'est dans leur intérêt d'essayer de se l'approprier, mais bon, ils n'y arriveront pas. Cette démarche libre des tanneries, des lentilles. Mais à mon avis et à l'avis de plein de gens de Dijon, ils ne sont pas en péril. Je pense. Il va y avoir peut-être des phases de négociation comme il y a eu pour le cas des tanneries 1 et 2. Mais à mon avis, ils sont tellement soutenus qu'ils vont trouver un arrangement, je suppose. Du coup, si j'ai bien compris, le tannerie 2, c'est une mise à disposition d'un local, on va dire, qui a été construit par la mairie. Ouais. Ce qui veut dire que la question du foncier, qui est quand même l'endroit de la négociation, c'est-à-dire le squat, c'est pas tellement les bâtiments anciens, c'est le fait d'occuper ces lieux, c'est empêcher la vente du foncier, et c'est là qu'il y a de la plus-value en fait pour une ville. Bon. Et quand la ville dit « Ok, on a compris à peu près votre projet, donc regardez, on vous construit quelque chose qui est de l'ordre du gros œuvre et vous vous l'appropriez », ça veut dire qu'il y a un consentement et sans doute la reconnaissance de l'apport de cette communauté créative, parce que c'est là que c'est vachement plus compliqué. Il y a les questions financières, elles ont toujours une résolution. Mais avoir une communauté très créative qu'on n'arrive pas à juguler, puisque là on en a vu de multiples exemples, et qui est très critique, ça c'est vraiment une petite épine dans le pied. Les questions d'argent, ça arrange toujours. Et justement, je me demandais s'il y avait un moyen justement de délier cette question d'argent et de normes obligatoires, quoi. Enfin, est-ce que si par exemple plusieurs petits squats s'implantaient plutôt qu'un seul gros, ça est-ce que ça parasiterait pas plus et empêcherait justement C'est ce qui se passe, non? C'est ce qui se passe là, puisqu'on a vu Mais je parle pas juste à ce niveau-là, en général
Mais chaque ville dans a son un marge de squat. squatter, quoi. À peu près chaque ville a un squat. Mm. Et justement, c'est ce que disait Mathieu, c'est-à-dire ce sont des squats qui sont corrélés, hein, c'est une culture aussi. C'est pour ça que l'épine dans le pied, elle est dure à enlever, cette épine. Et je pensais qu'en fait on en parlait beaucoup plus dans le film. Je pense qu'à l'époque je devais avoir ça à l'esprit et je l'ai projeté dans le film. C'est tous les enjeux par exemple qui sont autour, on en parle avec des étudiants ici dans certains séminaires, de ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire. Et l'urbanisme transitoire, c'est en gros, il y a un grand projet urbain, puis il y a cette phase transitoire qui est en amont du projet, où généralement en plus on fait venir des collectifs artistiques, des collectifs d'architectes, des collectifs de designers, qui sont là pour activer, pour animer, ça ce sont les termes officiels, hein, le site. Jusqu'à ce que le vrai projet arrive, le projet en dur, avec les millions qui sont derrière, balayer le petit projet qui a été fait par des collectifs que vous connaissez, hein, les Saprofit, OTC, il n'y a plus qu'à, etc., etc., etc. Et qui généralement se retrouvent, je mets des guillemets parce que je ne sais pas bien, mais peut-être être instrumentalisé par le projet d'urbanisme. Et là, ce qui est intéressant dans ces projets-là, c'est que ça échappe d'une certaine manière, on voit à quel point ça les questionne quand même. Ils en discutent à un moment donné quand ils arrivent aux tanneries de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là exactement ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et là où ça se structure un petit peu différemment, c'est qu'ils ne sont pas là pour gagner leur vie. Ils sont extrêmement bien structurés à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, et que du coup les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le champ de l'art, dans le champ du design, dans le champ de l'archi ou de l'urbain, il y a une question qui est vraiment extrêmement importante là-dessus, parce que l'instrumentalisation, et c'est pas un gros mot l'instrumentalisation, mais en tout cas il y a un point de vigilance, je crois, à avoir sur ces enjeux-là. Et c'est vrai qu'on le constate de plus en plus. D'ailleurs, il n'y a pas aujourd'hui un seul projet urbain qui ne met pas les questions de participation au centre, qui ne met pas cette logique transitoire au centre, qui ne met pas la dimension écologique au centre. Enfin, c'est presque devenu une tarte à la crème, en fait, ces questions. C'est comme le supermarché qui font la moitié du magasin. Ce que tu es en train de dire, c'est finalement pas ce qui se passe régulièrement dans les municipalités, dans les institutions, c'est toujours une négociation, c'est un rapport de force. C'est toujours ça. Après, il est des fois dominé par un lobby financier ou je ne sais pas quoi. Enfin, bon, il y a X cas de figure, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelle est la meilleure stratégie, enfin, ce que tu essayais de définir. En fait, ça dépend des circonstances, ça dépend des individus, ça dépend de qui tu as en face, ça dépend de l'écoute, ça dépend de... Il y a autant de choix de stratégie que d'individus et de situations. Voilà, tel cas de figure fonctionne dans un cas, ça ne veut pas dire que ce même cas de figure va fonctionner ailleurs. Parce qu'en face, tu n'as pas les mêmes personnes, tu n'as pas les mêmes motivations, les mêmes individus, la même énergie. Enfin, là où tout compte, les 3-4 porteurs du projet initial, ou je sais pas quoi, est-ce qu'ils ont la même force, la même énergie, la même volonté pas, enfin, et en face, pareil. Et des fois, en face, tu peux trouver des partenaires qui, d'un seul coup, au cours d'une discussion, disent « Attends, c'est pas mal, là. Ça marche aussi. Ça existe, il ne faut pas non plus penser que c'est, à mon sens, enfin moi avec quelques années d'expérience, ça n'est pas toujours une opposition. Je pense que pour Dijon, à connaître Rebsamen, je pense qu'il devait être très intéressé par l'expérience des Antillères à titre intellectuel et même politique. Après, son problème politique en tant que maire, c'est de ne pas pouvoir cloner l'expérience. Mais je pense que lui, à titre perso, il doit être extrêmement intéressé. Et d'ailleurs, je pense que dans le fait de la gentrification, je dirais, de la Lentillère par la Lentillère 2, c'est-à-dire on vous fournit... Le tannerie 1 par les deux. Oui, tannerie 1 et tannerie 2. C'est un peu bizarre cette bascule, c'est-à-dire une première expérience très radicale et un peu, comment dire, qui ne peut pas tout à fait se maîtriser, et finalement
la proposition d'un projet qui est défini, ne serait-ce que par sa forme et sa surface, pour être ce que j'appelle la gentrification. C'est-à-dire, on va vous faire le lieu propre que vous allez pouvoir utiliser. Je voudrais essayer de répondre à Stéphane, parce que je ne voyais pas forcément ça comme des opposants, mais simplement une sorte d'allié, mais qui en même temps ancrerait du coup ces lieux qui essaient de se battre contre ce que vous appelez dans le boulot la machine planétaire du travail et tout, et au final de réancrer ces lieux-là dans ce système qu'ils essayent de combattre en fait, en le normalisant en fait, et en les ancrant dans un système économique duquel ils essaient un peu de fuir, quoi. Bah, à mon avis, au Tannery 2, ils ont réussi à esquiver ça, à la fois le rattrapage et la redigestion politique par la ville, du fait de tout ce qu'ils entreprennent en parallèle, et du fait que ça reste un endroit qui ne génère pas de pognon, qu'il n'y a pas de salariés au Tannery 2, ni un. Et comme il dit Zéro, c'est à un moment, il y a une réunion de présentation là, pendant un bon moment dans une librairie, c'est à Michel Firck à Montreuil. C'est le moment qu'ils ont choisi aussi pour justement pas se faire rattraper, pour ouvrir les Lancières et tous les squats de migrants où ils ont réussi à... Il y a à la fois ça sur la thématique de coup de main aux gens exilés, et sur comment ils se l'appliquent à eux, c'est une espèce de métaphore dans leur manière de faire, je trouve, de l'union fait la force en fait. Et c'est John Jordan qui parlait de ça aussi. Il n'en parle pas dans Les Sentiers de l'Utopie, mais j'ai vu une conférence chouette de lui où il parle de les principes de la permaculture appliqués à nos luttes. C'est-à-dire, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais disons qu'il y a un milieu de lutte comme ça, défini de groupes de gens, et ben, comme dans la permaculture, c'est souvent aux marges de ce truc défini, pas identitaire, mais on est entre nous, entre Black Blocs, on sait de quoi on parle et on ne regarde pas autour. C'est en regardant autour des fois qu'il se fait des échanges qui sont bénéfiques à ce qui se passe dans les luttes. C'est ce qu'explique ce bonhomme là, John Jordan. Et à mon avis, c'est ce qui se passe sur le cas des groupes de Dijon, que c'est en rendant perméable ce milieu aux mamies qui viennent faire le marché, aux bobos qui viennent ratisser leur lopin de terre aux lentillères, à des gens de la ville, que ça permet d'avoir plus de force en fin de compte. Et eux, ils le disent quand ils ont eu à négocier, donc c'est un processus qui a pris des années, là, les négociations avec la mairie, mais des fois ils avaient des interlocuteurs à la mairie, à la culture ou je sais pas quoi, et en fait il y avait plein de gens qui discutaient avec eux, me disaient oh là là mais les Tanneriens, moi j'y ai fait toutes mes fêtes de jeunesse, et en fait ça devient un lieu qui est important pour plein de monde dans Dijon, et dans différentes strates de la société, de classe ou je sais pas quoi. Et ce qui fait que ça les a renforcés par ce biais. Et à mon avis, par cette stratégie, qui n'était peut-être pas conscientisée dès le début, moi je trouve qu'ils ont réussi à faire plier la mairie de Dijon à leurs principes anarchistes, quoi. Et je trouve ça super fort. Et je suis pas un spécialiste des squats. Bon, j'ai jamais vécu en squat, mais j'en ai visité un bon paquet quand même. Et je crois pas que ce soit un exemple avec cette puissance, cette ampleur-là qui a été visible dans d'autres villes, quoi. À ce point-là d'obtenir ce qu'ils voulaient, quoi. Mathieu, tu as parlé plusieurs fois que cet espace ne produisait pas d'argent. Il s'avère que quand même, la question du prix libre, à un moment donné, il y a quand même des choses qui rentrent dans la caisse, quoi. Et justement qui, je suppose, sont réinjectés ensuite, je sais pas, pour continuer les chantiers, pour faire des activités, etc. Du coup, est-ce que tu as pu aussi observer cette rotation, cette circulation, tu vois, de l'argent qui quand même à un moment donné arrive, je veux dire, parce qu'on en parlait un peu dehors, le modèle qui revient souvent effectivement dans les squats, et moi que j'ai pu, comme je te disais,
fréquenté en tant que, voilà, comme plein de gens, c'est que ça fonctionne par les rentrées de caisse du marché, par les concerts, peut-être les projections de cinéma, où effectivement c'est prix libre, mais bon, à un moment donné, ça, on engrange quand même de l'argent, tu vois. Donc, mais du coup, c'est sans doute réinvesti. Enfin, toi, quand tu as assisté à des discussions qui traitaient de ça, tu vois, je sais pas, utiliser des mots qu'on connaît, l'administration, des arbitrages budgétaires, tu vois, comment ça se... Je sais que par exemple pour la construction des tanneries 2, effectivement, alors là il y avait besoin de beaucoup de pognon. La ville a livré clé en main donc cet énorme bâtiment, il n'y avait que la partie concert qui était utilisable, presque en l'état, il suffisait de brancher et tout, mais ils avaient choisi de faire eux-mêmes, comme c'est expliqué, toutes les cloisons et tout dans la partie activité et la partie habitation. Il y a trois entités. Là, pour faire rentrer des sous, ils ont fait des appels à thunes, notamment, je crois, en lien avec le réseau Longomaille, entre autres. On rappelle peut-être ce que c'est que Longomaille. Les appels à dons qu'ils ont fait. Ils ont fait des appels à dons très larges, quoi. Après, c'est pareil, si on fait des appels à dons, ou même si on commence à avoir de l'argent qui se fait, on est obligé d'avoir un système bancaire. Donc, on revient quand même à rentrer dans ce... Non, en fait, le fond de ma question, c'était la question de l'économie circulaire, et au-delà du reste, est-ce que du coup, dans d'autres modèles ou d'autres propositions dans ces cas-là, on a pu créer du coup des monnaies locales, un système, tu vois? Est-ce que du coup, t'as vu ça, observé ça dans les choses que t'as pu voir en tannerie ou ailleurs? Tu vois, de la question du troc, enfin, tu vois, cette autre façon, tu vois. Ils font des trocs avec d'autres espaces de lutte dans ce genre, avec d'autres fermes, dont Longomaille, qui est un réseau de différentes fermes qui viennent d'Allemagne, Suisse et à différents endroits. Et concrètement, ils échangent des centaines de kilos, je pense, de courge contre des trucs transformés. Ouais, dans la mesure du possible. L'idée, à mon avis, hein, j'ai pas enquêté là-dessus. Je suis pas habilité, mais à mon avis, l'idée c'est de se passer au maximum de la contrainte des sous, en réparant, en piquant des trucs sur des chantiers, et voilà. Je sais pas où ils en sont de leur équilibre budgétaire. Ce que je sais, je sais pas si ça a vraiment à voir avec cette question, mais ils ont encore le lieu des tanneries 2, à mon avis, pour à peu près 8-9 ans, parce qu'ils avaient signé un bail gratuit de 12 ans et reconductible. Donc, à mon avis, ils ne vont pas se faire virer ici, il y en a pour un bon bout de temps, pour ce qui est des tanneries en tout cas. Après, c'est reconductible suivant aussi, parce que 12 ans, ça fait à peu près 2 mandats. Donc, il faut savoir qu'après, suivant le maire qui le sera là, il ne prendra peut-être pas la même convention. Ça, il faut bien vous dire aussi, que vous signez 12 ans après, vous ne vous rendez pas compte tous les mandats qu'il va y avoir de maires différents. Est-ce que vous prenez que le 4e maire, il va dire, bah ouais, moi je suis d'accord avec ce qu'il a signé. Non, après, la convention, elle sera certainement refaite, rediscutée. Et il n'y aura certainement peut-être pas le même accord. Hein. Oui, mais à mon avis, ils sont assez forts et assez implantés dans la ville et implantés dans toute la France pour qu'il y ait des gens par centaines qui viennent soutenir Non, mais je pense que le maire, il a fait un achat de paix en procurant ce lieu où il y a une scène musicale pour laquelle il a obtenu des subventions fléchées. Et voilà, là, il y a quand même, du point de vue de la mairie, une stratégie, un investissement, mais une stratégie assez fine. Mais je ne le dis pas de façon complètement critique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est intéressant parce qu'il y a des jeunes squats et il y a des squats déjà plus développés qui acquièrent une maturité et qui ont besoin de migrer dans d'autres types d'activités ou d'autres biotopes, je dirais. Donc du coup, cette affaire-là n'est pas incohérente. C'est-à-dire dans les tanneries 1, c'était vraiment le squat qui cherche effectivement son destin. Dans le 2, on voit une équipe très opérationnelle qui sait réfléchir, qui sait même réfléchir économiquement. Ça fait la discussion, c'est-à-dire on sait que la scène musicale
procure de l'argent pour financer des autres choses. Et on voit là vraiment, on pourrait transposer ce qui se dit dans un tout autre espace de décision et de cogitation. Donc en fait, je veux dire, là c'est une chose qui pourrait se translader de mer en mer, c'est-à-dire il y a là ce qu'on appelle une émergence, une culture émergente, des gens qui alimentent quand même quelque part la société de Dijon. Je dirais ça. De même que le même maire a ouvert beaucoup d'appartements ateliers pour les artistes. D'accord ? Donc c'est pas, je veux dire, je pense qu'il y a là une politique. On a bien vu, ça fait souffrir entre guillemets la ville, puisqu'il y a des manifs qui ont l'air d'être assez dures, etc. Donc ça, un maire, il veut la paix dans sa ville, mais en même temps, une ville est vivante à la condition qu'il y ait des marges. Ça, c'est une condition absolument imprescriptible. Parce que les marges produisent une culture alternative, mais qui sert aussi la culture principale. Donc du coup, bon, ça c'est, je sais pas, genre 40 ans de squat, puisque tous ces phénomènes ont été écrits, répertoriés et d'ailleurs analysés à une échelle européenne. Puisque il y a eu tout ce mouvement des fabriques, et des fabriques notamment artistiques, qui étaient des squats, ni plus ni moins, mais qui ont permis de produire des scènes artistiques dans certaines villes. C'est-à-dire Berlin et Berlin, parce qu'il y a eu tout un quartier de squat. S'il n'y avait pas eu ce quartier de squat, Berlin serait une capitale absolument morne et anonyme. Et Barcelone, pareil. Mais l'ennui, c'est comme ce que tu disais un peu, c'est quand ça prépare le terrain à une augmentation des prix, ça devient gênant, quoi. Ça s'appelle la gentrification. Ouais. Mais ça, c'est un phénomène qui est... La gentrification, elle est, à un moment donné, c'est elle aussi qui a permis la survie. C'est-à-dire que tant qu'elle n'était pas gentrifiée, elle pouvait soutenir, elle pouvait même être à un moment donné, dire c'est vachement bien, une salle de concert, c'est super, puis à un moment donné, bon, vous avez X personnes qui ne sont pas de cette communauté et qui ont des capacités financières qui s'élèvent. Attendez, moi j'adore ce truc, vous me le laissez. De la même manière, sur 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes qui sortent des écoles, qui commencent à essayer dans la vie, 12 ans après, quand c'est un bail de 12 ans, vous avez une expérience, vous avez vu des choses qui se passaient. Certains vont avoir une activité politique, une activité dans la municipalité, vous dire mais attendez, moi j'ai soutenu, et je continue. C'est-à-dire qu'il y ait une négociation, ça ne veut pas dire que c'est forcément synonyme de danger, il y a cette possibilité-là, mais vous avez aussi des gens qui ont grandi, qui ont pris pouvoir dans le bon sens du terme, sont simplement, voilà, ils ont dit ça c'est super, j'ai vu ça, j'avais 17 ans, 16 ans, c'était rigolo, on y allait le samedi soir, vous n'allez pas me le fermer comme ça, là, 12 ans après, alors que, voilà, et tout ça, ça fait partie de la construction d'une société, d'un territoire, à un moment donné, je fais aussi avec des gens qui disent, non, mais on va, non seulement on va les soutenir, mais on va financer, on va peut-être les aider un peu plus pour que, je sais pas quoi, ça soit plus, je sais pas, qu'il y ait un réseau à côté, enfin bon, peu importe, après c'est des idées. Ils ont pris garde, ça, dans les négociations avec la mairie, ils avaient dit pas de subvention. Oui, c'est une partie. Là, en fait, quand même, enfin, par rapport à l'exemple qui est l'exemple dans le livre qu'on a produit sur le design écosocial, il y a un article qui est fait par François Gégout, qui est on va dire un théoricien du design. Donc il écrit un article qui relève que dans pas mal de capitales européennes,
donc de l'Europe très occidentale jusqu'à l'Europe de l'Est. Il y a plein de grandes villes, ces villes capitales qui souffrent de quartiers paupérisés, qui sont désinvestis parce que les choses, les places, on va dire capitalistes, les places de l'argent se déplacent, et donc il y a plein de quartiers qui restent désinvestis. Et donc il y a tout un mouvement européen extrêmement actif qui entre dans la négociation avec les villes pour pouvoir utiliser, donc là ce n'est pas du squat et c'est vraiment la différence que je voudrais faire saillir, c'est une occupation de ces lieux de façon tout à fait consentie avec des baux précaires. Et donc là, ça sert la gentrification. Mais ce qu'il y a de vraiment important dans le squat, c'est cette pensée permanente et radicale qui est effectivement de réfléchir à la fois le moment vécu, mais aussi la suite. C'est-à-dire là, il y a quelque chose de très spécifique au squat. C'est-à-dire le mode de vie est aussi un mode de pensée. Le squat, c'est aussi un truc qui vise à imaginer d'autres solutions pour créer une société. Mais avec radicalité. Oui, mais après, on est obligé à un minimum. Oui, d'accord, mais cette radicalité, elle est importante. Parce que, justement, je pense que, par exemple, dans le film, il est question des écoquartiers. Tout le monde a envie de vivre dans un écoquartier, c'est vachement bien l'écoquartier. Mais en même temps, l'écoquartier, c'est ni plus ni moins, c'est ce qu'on appelle, nous, en design, du greenwashing. Après, la gentrification, je pense que justement, le squat, ça peut la contourner, puisque ça la boycotte plutôt que d'essayer de toujours avoir des trucs de moins en moins chers et avoir des trucs vraiment de merde. En fait, à la fin, tu vis avec des gens, tu payes 200 € par mois, c'est bon quoi. Ça la boycotte. Tu peux très bien ne rien payer et mieux vivre en investissant des lieux et qui vont servir plein de causes. Enfin, je sais pas, après c'est mon avis, mais je trouve ça un peu... L'auteur n'est pas le même aussi quand il s'agit de... Même si c'est une espèce de gentrification du truc, quand c'est la mairie qui essaye... Enfin, je veux dire, la mairie... Mais quand c'est la mairie qui fait des écoquartiers, c'est quand même pas la même... c'est pas les mêmes personnes qui insufflent le mouvement que quand c'est même la mairie qui prête des lieux, ça reste eux qui font. Ils démontent la dalle, ils font comme ils pensent que c'est juste de faire. Et en plus, surtout quand c'est la mairie, les trois quarts du temps, c'est des solutions provisoires. Ça sont des trucs à long terme. La gentrification, après, c'est quand même mal les valeurs de base, tu vois. Il peut y avoir un activisme. Non, mais c'est pas ça, parce que tu prends par exemple l'autonomie de la distribution d'appareils, ils sont encore en place. Oui, J'attends que Mathieu s'est servi sa bière.